Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo qui va nous donner l'occasion de clore le chapitre que j'avais ouvert avec toutes ces petites vidéos précédentes sur l'exploration de l'au-delà. Et pour cela, eh bien, je vais vous parler d'une figure qui malheureusement aujourd'hui a fusionné avec l'Éternel, n'est plus sur notre plan, mais qui était ô combien sympathique. J'ai toujours aimé ce prêtre. Il s'agit du Père François Brune, parce que certaines personnes l'ont connu, ont eu la chance de le connaître, ont eu accès à ces textes, mais beaucoup, je pense, sont peut-être passés à côté de certaines choses, et je pense qu'il est tout à fait important aujourd'hui, peut-être de restaurer son statut de pionnier, parce que vous allez voir, il a été pionnier dans plusieurs domaines. Et puis, à la fin de ce petit exposé, je vous dirai quelques mots parce que vous savez, certains d'entre vous, que je pratique également l'hypnose. Alors, vous allez me dire quel lien entre le Père François Brune et l'hypnose. Eh bien, j'y viendrai. Mais pour cela, il faut d'abord que je vous parle un petit peu de sa vie. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de parler de François Brune. C'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours profondément touché. Du reste, n'hésitez pas les amis à aller explorer sur Internet, sur YouTube ou sur d'autres plateformes où il y a pléthore de vidéos, où il a été interviewé, où lui-même a répondu à certaines questions, toujours avec beaucoup de tendresse, toujours avec beaucoup de délicatesse, et puis aussi avec une profondeur. Donc c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, je trouve. Alors François Brune est né en 1931. Il suit d'abord une formation classique au séminaire avant d'être ordonné prêtre. Sa formation théologique approfondie lui permit d'acquérir une solide base doctrinale qui allait ensuite nourrir sa réflexion sur les phénomènes paranormaux. Du reste, paranormal, c'est lui-même qui disait avant de qualifier quelque chose de paranormal, il faut être certain de bien connaître où s'arrête la normalité et où commence la paranormalité. Donc vous voyez, il avait un esprit quand même bien posé, comme je les apprécie. Il exerça son ministère comme prêtre diocésain tout en poursuivant ses recherches personnelles sur les questions touchant à l'au-delà. C'est dans les années 80 que le père Brune commença à s'intéresser sérieusement au phénomène de communication avec les défunts. Sa rencontre avec les travaux du pionnier Friedrich Jürgenson sur les voix électroniques fut déterminante. Jürgenson avait découvert accidentellement en 1959 des voix inexpliquées qui apparaissaient sur des enregistrements. Et c'est ce contact entre les deux hommes qui a donné lieu à ce qui allait devenir un peu plus tard la TCI, c'est-à-dire la transcommunication instrumentale. La TCI est le concept central des travaux de François Brune. Il désigne l'ensemble des méthodes visant à établir une communication avec l'au-delà par le biais d'appareils électroniques. Le père Brune la définissait comme une approche scientifique et reproductible de la communication avec les défunts, se distinguant ainsi du spiritisme traditionnel qui, comme vous le savez, utilise d'autres supports. François Brune collabora avec de nombreux chercheurs internationaux dans ce domaine, notamment Jules et Maggie Archfischbar au Luxembourg, Klaus Schreiber en Allemagne et Marcello Bacci en Italie. Il documenta méticuleusement les expériences et les résultats, et il en parla dans ses ouvrages, particulièrement dans son ouvrage phare, qui est l'un des plus connus, qui s'intitule « Les morts nous parlent », paru en 1988, que je ne saurais trop vous recommander. Alors, il a classifié différentes formes de transcommunication. Il y a d'abord la psychophonie, c'est l'enregistrement de voix sur des bandes magnétiques. Il y a aussi des images transvidéo, l'apparition d'images sur des écrans de télévision. Il y a aussi des communications par ordinateur et des contacts téléphoniques présumés avec l'au-delà. Alors, quelques exemples significatifs de cette transcommunication instrumentale. L'un des cas les plus remarquables documentés par le père François Brune concerne les expériences menées par Jules et Maggie Archfischbar au Luxembourg dans les années 80. Voici quelques exemples de communications reçues.
En 1987, le couple reçut une communication détaillée de Constantin Rodive, un chercheur décédé en 1974, qui avait lui-même travaillé sur les voies électroniques. Le message reçu par radio, voilà ce qu'il disait. Ici Constantin Rodive. Je continue mes recherches de l'autre côté. Nous avons développé une technique permettant d'utiliser les ondes électromagnétiques pour communiquer avec vous. Notre équipe travaille depuis une station dimensionnelle différente. Une station dimensionnelle différente. Donc vous voyez, à ceux qui pensaient que l'au-delà était peut-être un univers un peu idéaliste, un petit peu poussiéreux, vous voyez que quand ça progresse sur un plan sur la Terre, ça progresse aussi sur les plans supérieurs. Ça, je le rappelle juste à certaines personnes qui ont tendance peut-être parfois à voir les deux mondes comme étant cloisonnés de façon étanche. Il y a aussi le message de Henri Sainte-Claire Deville. Ce chimiste français du XIXe siècle aurait communiqué via leur système informatique, donnant des détails précis sur ses recherches jamais publiées. Ils furent ensuite vérifiés dans ses archives personnelles, c'est-à-dire qu'il poursuivait ce qu'il avait commencé sur Terre de son vivant, il poursuivait ses équations, il poursuivait son travail et il a donné les résultats qui ont été vérifiés par des scientifiques et validés par la suite. Il y a aussi les expériences de Marcello Bacci. À Grosseto, en Italie, Marcello Bacci utilisait un vieux poste de radio à lampe, vous savez, des lampes à galène, pour ceux qui ont connu, pour recevoir des communications. Alors, il y a eu quelques cas très intéressants. Du reste, si ça vous intéresse, ça, il vous suffit de taper sur YouTube Marcello Bacci et TCI ou TCI Marcello Bacci, et vous retrouverez sur des vidéos justement qui vous montrent comment il a procédé, comment il a opéré. C'est très intéressant. Alors, un message intéressant, une mère ayant perdu son fils reçut ce message. « Maman, c'est Roberto. Je sais que tu souffres, mais je suis vivant dans une autre dimension. Les fleurs que tu as déposées hier sur ma tombe, je les ai vues. » La mère confirma avoir effectivement déposé des fleurs la veille et évidemment eut la preuve de la survie de l'âme. Et donc ça l'a énormément rassurée. Il y a eu aussi une communication collective. Lors d'une séance documentée par le père Brune, plusieurs voix se manifestèrent successivement, donnant des informations personnelles vérifiables sur les personnes présentes. Mais à plusieurs endroits, ça ne s'est pas passé qu'à un seul endroit. À plusieurs endroits. Du reste, le côté simultané de TCI un petit peu partout, eh bien, je vais vous en parler un peu plus avant parce que c'est également ce qui s'est passé. Les expériences de Klaus Schreiber en Allemagne produisirent des images remarquables sur un écran de télévision. L'apparition d'Anna, sa fille défunte, apparut plusieurs fois à l'écran. Les images furent analysées, comparées à des photos d'elle vivante, montrant une ressemblance frappante avec une apparence toutefois plus jeune. Et c'est souvent le cas des manifestations de défunts. Schreiber reçut des séquences vidéo où des visages apparaissaient progressivement et ils étaient accompagnés de messages vocaux correspondants, donc images et sons. Un cas particulièrement notable fut celui d'un message de sa femme décédée, donnant des détails sur l'emplacement d'objets personnels dont lui seul pouvait connaître l'existence. Alors ça, il y en a eu beaucoup de cas de TCI comme ça. Du reste, je vous en relaterai une, je crois que c'était avec un testament. On va voir ça. Il y a aussi le cas de Scott Rogo en Italie, c'est de la TCI téléphonique. Appel détaillé, un appel qui dura 15 minutes quand même, avec une voix féminine se présentant comme sa grand-mère, donna des détails précis sur des événements familiaux passés, incluant des anecdotes qu'elle seule pouvait connaître, les anecdotes étant effectivement une affaire de famille un peu trouble, où il y avait une pseudo-paternité endossée un petit peu à la hussarde, si j'ose dire, et tout était révélé. Et c'était vrai. Parce qu'après, il y a eu des contrôles, si je puis dire, sur l'histoire familiale et tout était vrai. Donc c'est quand même assez intéressant. Il y a eu aussi des communications techniques, un message décrivant précisément le processus de communication depuis l'au-delà, et notamment décrivant par le menu, si j'ose dire, cette fameuse centrale téléphonique interdimensionnelle. Alors, si ça vous intéresse, il y a un petit peu de documentation, il en parle, c'est, vous savez, le médium Chico Xavier,
vous savez, celui qui a fait nos Solar, hein, si vous connaissez un petit peu ça, ben, il parle également d'appareillage, j'appelle ça appareillage, même si le mot est impropre ici, permettant de réaliser tout ça. Alors il y a eu aussi des manifestations physiques documentées. Dans le laboratoire des Harsch-Fischbach, des appareils de mesure enregistrèrent des variations électromagnétiques inexpliquées, coïncidant avec les communications. Un oscilloscope montrait des motifs spécifiques pendant les contacts, qui furent photographiés, analysés, segmentés, et effectivement, ça n'était pas un parasite électronique, ou ça n'était pas une interférence, ça n'était pas un phénomène de Larsen comme on peut avoir dans le son, ça n'avait rien à voir avec ça. Du reste, les expériences ont été menées dans des cages de Faraday. Hein, ceux qui connaissent un petit peu la radio et la physique savent très bien que ça pour éliminer tous les frottements de base. Hein. Alors, le père Brune documenta également des cas de manifestations spontanées associées aux communications. Des phénomènes lumineux, alors des orbes, alors à l'époque c'était nouveau, aujourd'hui il y a un petit peu plus d'orbes donc on sait un petit peu ce que c'est, mais il y en a eu quand même pléthore qui ont été filmés. Et puis elles s'agrègent, elles s'ouvrent, enfin ça fait un ballet véritablement, donc là c'est assez spectaculaire. Hein. Des effets électriques aussi, des perturbations électriques systématiques furent observées lors des communications, variations de voltage, interférences sur des pareils de mesure et des modifications de température. Alors c'est surtout ce genre de constat qui a entraîné le discrédit du père François Brune, notamment dans ses écrits, parce que évidemment des spécialistes n'ont pas manqué de pointer du doigt, mais voyez, vous le dites vous-même, c'est des interférences, donc tout ça c'est du flan, c'est absolument pas vrai. Bon, de vous à moi, je vois difficilement un prêtre catholique avec, je dirais, ce bon cœur, cette éthique, vouloir tirer la couverture à lui, ou bien faire le buzz, comme on dirait, simplement pour se faire mousser. C'était vraiment un chercheur, François Brune, et je vois difficilement pourquoi il aurait voulu faire ça, pour faire de la publicité. Il n'en avait pas besoin, du reste c'était quelqu'un d'extrêmement modeste. Mais c'est ce qui a discrédité effectivement son travail. Il y a également le cas du professeur italien. Un message reçu contenait des informations sur une recherche en cours, inconnue de tous les participants, qui fut ensuite confirmée par la découverte de notes dans le bureau du défunt. C'est-à-dire qu'il y avait le début d'une équation, il n'y avait pas la résolution. Et de l'autre côté, il envoie la résolution. Alors moi, je ne suis pas mathématicien, je suis trop bête pour ça, mais avec le résultat. Et l'ensemble a été transmis ensuite, eh bien, soit à des biologistes, soit à des mathématiciens qui ont pu vérifier non seulement la cohérence, mais la pertinence de la dite résolution, qui est évidemment à un niveau, vous pouvez imaginer, assez important et assez élevé. Alors voilà, on y arrive aussi, il y a eu une communication collective, familiale, révéla l'existence d'un testament caché, donnant l'emplacement précis du document qui fut effectivement retrouvé à l'endroit indiqué. Alors la succession en question était bloquée depuis 2 ans. Parce que chacun cherchait le testament, et sans testament, les choses restaient, c'était statu quo, si vous voulez. Avec cette communication, le testament a été retrouvé, et dans le testament, le partage des biens a pu s'opérer après, mais uniquement de cette façon-là. C'est-à-dire c'est depuis l'au-delà que, et chose étonnante, dans le message, eh bien, il fallait attendre ce délai pour que le partage des biens puisse s'opérer. Parce qu'il y avait des différends dans la famille. Bon, c'est assez croustillant à lire si ça vous intéresse, mais c'est quand même assez, pour moi, une preuve assez particulière qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Alors, des descriptions également scientifiques. Voilà un message. Nous utilisons l'énergie psychique combinée à des fréquences électromagnétiques spécifiques pour moduler les ondes porteuses de vos appareils. Voilà comment ils font. Donc vous voyez, ça montre bien que les deux plans cohabitent, le nôtre et puis le plan de l'au-delà. Alors, le père Brune insistait sur l'importance des protocoles de vérification. Il avait 3 points de vérification. Alors, il a mis ça en place parce que c'était un homme rigoureux. Et puis, compte tenu des attaques, des moqueries qu'il subissait dans son propre camp, et puis du public, qui, vous savez, surtout à l'époque, avait toujours tendance à montrer du doigt, à ostraciser, mais il a quand même une méthodologie pour clarifier les choses. Alors déjà, des enregistrements multiples.
Utilisation simultanée de plusieurs appareils d'enregistrement pour confirmer l'authenticité des messages. Et ça a été le cas. Donc il allait des fois jusqu'à 7 enregistreurs dans la même pièce et les 7 enregistraient le même message. Alors avec, en fonction, je dirais, de la qualité du support, une audibilité, si on peut dire, un peu plus marquée dans certains appareils, mais c'était le même commencement, la même fin, le même message. Bon. Des témoins indépendants aussi, la présence systématique d'observateurs neutres, souvent des scientifiques, et qui ne croyaient absolument pas à l'au-delà, à ces manifestations. Donc des gens vraiment, j'allais dire, neutres, hein, donc qui pouvaient avoir qualité de témoins objectifs. Bon. Et tout ça est écrit. Hein. Et puis, une documentation rigoureuse, des photographies, des enregistrements vidéo, des mesures d'appareil, tout, absolument tout, était documenté et archivé. Si bien fait qu'aujourd'hui, eh bien, les personnes qui s'intéressent à ce champ de recherche eh bien, possèdent véritablement une somme de documents, des protocoles. Enfin, c'est quand même extrêmement bien documenté, ce genre de choses. Hein. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un autre appareil qui a fait polémique, que certains d'entre vous connaissent, c'est le fameux chronoviseur. Vous savez, cette machine qui permettrait, je le mets au conditionnel, eh bien, de capturer des images du passé. Et il y a eu notamment cette image qui a marqué un petit peu les esprits, où le Christ aurait été pris en photo avec, je crois, Matthieu, un des apôtres, et puis une autre fois, il aurait été pris aussi pendant sa passion sur la croix. Alors évidemment, vous imaginez la polémique que ça a lancé, mais vous pouvez retrouver ces images sur Internet. Hein, il suffit de taper Père Ernetti ou chronoviseur ou photo prise par Ernetti. Alors si ce sujet vous intéresse sur le chronoviseur, c'est une drôle d'affaire. Hein. Je vous invite à voir la vidéo d'Elisabeth de Caligny, que je salue, dont je salue le travail depuis des années du reste, qui fait toujours des vidéos extrêmement documentées, beaucoup plus sérieuses que les miennes, mais il faut dire qu'elle a la chance d'avoir un peu plus de temps que moi pour mener toutes ces recherches. Allez voir ça. Et ce chronoviseur, eh bien, permettrait effectivement d'aller voir dans le temps, pas simplement que dans le passé, dans le futur. Alors, est-ce une légende? Est-ce un coup monté? Je n'en sais rien. Alors, il parle abondamment du chronoviseur dans son livre « Le nouveau mystère du Vatican » paru en 2002. Et il fait vraiment une enquête approfondie sur ce chronoviseur. Hein. Et il faut savoir que cet appareil, ça a bouleversé, alors c'est quand même un prêtre catholique, ça a bouleversé sa foi, non pas les images en question, mais son rapport à l'espace-temps. Et le père François Brune a eu une conception du temps résolument moderne à l'époque. Hein. Nous sommes en 2002. Alors, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas encore de façon, vous savez, le système quantique, hein, les intrications quantiques, pour ceux qui connaissent ça, mais une vision du temps qui est assez proche de celle partagée notamment par Philippe Guillemant et Philippe Bobola, pour ceux qui connaissent, ou Franck Hatem, si vous connaissez ces personnes. Donc c'était un pionnier, François Brune, parce qu'il a eu une vision du temps. Alors quelle est-elle en quelques mots? Je vais essayer de m'exprimer le plus simplement possible, n'étant pas scientifique. C'est que le passé ne serait pas complètement révolu. C'est que ce serait comme une énergie qui continuerait d'influencer notre présent et voire qui conditionnerait ou subordonnerait l'avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas éteint, ce n'est pas terminé. Ce serait comme des tranches, vous voyez, imaginez un sandwich, et tout est instantané en même temps. C'est-à-dire qu'une action concrète ici et maintenant aurait un impact, y compris en rétrocausalité sur le passé, et conditionnerait également l'avenir. Alors ce sont des concepts un petit peu novateurs, un petit peu difficiles. Il faut faire preuve effectivement d'abstraction intellectuelle assez pointue. Philippe Guillemant, je vous invite à prendre connaissance de ses travaux. Alors c'est un monsieur brillantissime, parfois un peu confus dans ses explications. J'ai essayé de lire son livre également. Je vous avoue qu'il faut un petit peu s'accrocher. Alors, je vous recommande plutôt, parce que ça va dans la même direction, Philippe Bobola, beaucoup plus simple, beaucoup plus affable, mais tout aussi profond. Hein, ou Franck Hatem. Hatem, ça s'écrit H-A-T-M.
TEM, très intéressant également à lire. Et ce qui est très surprenant, c'est que ça va exactement dans les conceptions du temps du père François Brune. Et s'il a eu cette conception du temps, par notamment le chronoviseur, c'est pas innocent aussi. C'est-à-dire, vous voyez, sa propre réflexion a été amenée à évoluer. Alors, que vous dire d'autre ? Le père François Brune aussi, ça se sait un peu moins, c'est quelqu'un qui a toujours combattu avec la plus grande énergie et la plus grande force le malin, le grappin, comme disait Padre Pio. Hein. Et donc, si vous voulez, il a assisté à des exorcismes aussi assez musclés, on va dire, et surtout ce qu'il a consigné, c'est une documentation pour mieux comprendre les attaques du malin, pour mieux pouvoir s'en prémunir, bien évidemment. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui fait écho en moi, de disposer de ressources supplémentaires, d'armes, de techniques, pour pouvoir effectivement mieux combattre, mieux repousser les assauts de ces forces que nous n'aimons pas beaucoup, bien évidemment. Donc ça se sait un peu moins. On le sait plus pour Jean Prieur, autre prêtre que vous connaissez, qui a travaillé notamment avec Roland, enfin sur les livres de Jeanne Moranier et de Marcel de Jouvenel dont je vous parlais. Je vous renvoie à la précédente vidéo. Mais pour le père François Brune, il a aussi documenté la technique, si vous voulez, le malin attaque toujours sur nos points les plus faibles. Mais comment il fait pour détecter nos faiblesses et les exploiter? C'est là où les textes sont éclairants de François Brune. Alors ça n'enlèvera pas nos faiblesses, hein, on essaye toutes et tous de les enlever, mais ça nous conférera, si vous voulez, une posture, étant faible, hein, moi le premier du reste, hein, je n'ai pas la prétention d'être meilleur, hein, mais sachant que je peux être fragilisé ou menacé à cet endroit-là, savoir comment me prémunir, vous voyez, en cas d'attaque de ce genre de choses. Ce qui fait un lien avec ce que je vous disais sur Stanislas de Gaïta également, qui avait monté des milices pour combattre justement les forces un petit peu infernales. Et dans les temps que nous traversons, vous comprenez à quel point effectivement ce genre d'information, qui est, je dirais, au vu et au su de tout le monde, est tout à fait cohérente et tout à fait pertinente. Alors pour achever cette vidéo, ou ce bavardage, diraient certains, je vais vous faire un lien entre la TCI, donc documentée par le père François Brune, et l'hypnose que je pratique. Alors, en hypnose, je n'invente rien, vous avez tous entendu parler évidemment de la TCH, de la transcommunication hypnotique, développée par le professeur Charbonnier. Il fait des sessions, du reste, un petit peu dans toutes les villes. Bon, c'est très connu maintenant, je n'ai pas besoin de m'étaler sur cette question. Alors il se trouve que moi-même, et sans le vouloir, j'ai pratiqué de la TCH. Alors, je n'ai pas suivi la formation, hein, pas du tout. Moi, j'opère d'une façon beaucoup plus intuitive. Alors, j'utilise cette technique-là pour les personnes qui ont des deuils difficiles à réaliser, notamment des parents qui ont perdu des enfants. Hein. On sait à quel point c'est douloureux et difficile, ou même des deuils tout aussi prégnants et difficiles. Eh bien, en hypnose, en transe, eh bien, je demande à la personne défunte de se manifester pour le sujet qui est sur le fauteuil en état de transe, tout simplement. Et là, il se passe des choses. Là, effectivement, eh bien, il y a une communication, et on appelle ça dans le jargon une nappe-réaction, enfin peu importe, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et donc, si vous voulez, pour vous montrer que tout ce qu'a dit le père François Brune, c'était aussi le pionnier de la TCH, sans le vouloir. C'est-à-dire que par la TCI, par la transcommunication instrumentale, il a livré des protocoles, des techniques qui sont validés par l'hypnose. Alors moi, je fais pour les spécialistes de l'hypnose ericksonienne. Je ne parle pas de régressif ici. Hein. C'est vraiment de l'hypnose ericksonienne. Mais dans une séance d'hypnose ericksonienne, en transe intermédiaire, pour ceux qui connaissent ici, eh bien, on peut appeler des défunts. Et pas simplement que pour les deuils, on peut les appeler aussi pour les éveils spirituels. Eh bien, croyez-le ou non, les personnes ont été surprises. Hein. Personnes qui voulaient parler. Alors des fois même, parce que maintenant ça devient un sujet également pour moi de surprise, hein, eh bien on peut demander, vous savez, les guides. Car je demande au guide de la personne qui vient parce qu'elle a un problème X ou Y, de se manifester et de résoudre, de m'aider
de nous aider collectivement à résoudre le problème. Eh bien, il y a des contacts, il y a des prénoms, il y en a qui ont des prénoms. Et puis évidemment, je leur dis, vous pouvez appeler ensuite cette entité pour qu'elle vienne vous aider. Eh bien, ça donne des résultats. Alors, j'ai rien d'extraordinaire, hein, mais je suis tombé dedans, je dirais, sans le vouloir, hein, comme Obélix dans sa marmite de potions magiques, c'est un petit peu ça, vraiment sans le vouloir, mais force est de constater, c'est pour ça que je vous en parle, eh bien que tout ce qu'a dit le père François Brune sur la TCI, alors moi, c'est une forme de transcommunication. Alors, j'ai pas d'instrument technique ou technologique. Là, c'est le sujet et moi-même. Et alors, il m'est arrivé, pendant que, justement, la personne est en transe, il faut savoir que moi-même, j'entre en transe. Ça peut sembler étrange. Et donc, c'est mon inconscient qui va travailler avec l'inconscient du sujet. Ça crée, vous voyez, une sorte de lien, une sorte de... Oui, je ne sais pas comment le qualifier, il y a une sorte d'accord, si vous voulez, comme en musique. Hein. Alors, l'accord, évidemment, le plus juste possible. Et à ce moment-là, il y a des choses qui viennent et qui descendent. Mais je ne sais absolument pas qui vient. Vous voyez, je me contente juste d'être le téléphone, c'est-à-dire c'est moi-même qui devient, vous savez, le vecteur. Mais ce qui est très intéressant après, c'est qu'une fois que la personne donc est sortie de sa transe et que nous échangeons un petit peu, eh bien, elle a eu un vrai contact. Des fois même charnel, des fois à l'intérieur d'elle-même, des fois avec des visions aussi, avec tout un tas de choses. Bon voilà, donc je voulais vous dire ça. J'ai fait ce rapprochement justement avant de faire cette vidéo, je voulais vous en parler. Alors, je n'ai pas la prétention d'être le seul à faire ça, j'ai d'autres confrères et consoeurs à qui ça arrive, on en a parlé, tout le monde fait ça. Mais comme c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, j'ai trouvé, je pense, d'où ça vient. Et merci au père François Brune, où qu'il soit, aujourd'hui, eh bien, de nous avoir inspirés, de nous avoir mis en chemin et de nous permettre, effectivement, de toucher cette réalité. Et c'est la meilleure preuve, s'il en fallait une, que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau. Hein. Donc, le cerveau, pour moi, est une interface qui est en relation avec quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que nous sommes. Donc c'est plus une interface neuronale, si on peut dire, ou une sorte d'ordinateur biologico, je ne sais pas ce qu'on peut mettre comme autre vocable ici, mais tout ce qui a été dit dans la TCI, ce qui est très amusant, c'est que chez certains sujets, ils le vivent. Ils vivent une TCI en fait, ou une TCH. Bon, alors je ne sais pas comment le qualifier. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire si effectivement, si vous êtes hypnothérapeute également, et si vous pratiquez, que ce soit selon Dave Hellman ou selon Milton Erickson par exemple, si vous avez également ce genre de choses, je suis persuadé que oui, mais moi j'observe que ça se fait de plus en plus facilement et sur des personnes de plus en plus vastes. Avant, c'était réservé à des personnes qui étaient un petit peu sensibles, ouvertes, voyez. Là, même des personnes qui sont à la base un peu réfractaires à l'hypnose, voire un petit peu défiantes, qu'est-ce qui va nous faire celui-là? Eh bien là, il se passe des choses. Voilà les amis, alors peut-être certains d'entre vous penseront que je me suis écarté du chemin de départ, hein, parce que je voulais parler d'ésotérisme, etc. Et peut-être que certains seront surpris pourquoi il nous parle de François Brune, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. C'était juste pour clôturer cette partie-là. Hein. Maintenant, nous allons revenir la semaine prochaine sur le XVIIIe siècle, qui est une période qui pour moi m'est très chère. C'est une période avec laquelle je me sens en affinité, à plus d'un titre. J'allais presque dire une époque où j'ai très certainement traîné mes guêtres ou mes perruques, que sais-je. En tout cas, j'aime beaucoup cette période-là. Et il y a tellement de personnages intéressants sur cette époque que vous ne connaissez peut-être pas. Donc on va faire peut-être un retour en arrière, c'est pas très chronologique, pardon, mais vous savez, les informations, je les distille comme on me demande de vous les transmettre. Donc,
Étant un élève obéissant, voilà pourquoi je les ai transmis dans cet ordre-là. Merci en tout cas les amis de votre fidélité, merci de votre patience. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la faire voyager en me mettant des tonnes de petits pouces en l'air pour me donner un maximum de visibilité, donc pouvoir poursuivre en vous donnant d'autres vidéos. Voilà les amis, merci encore et je vous dis à la semaine prochaine.